Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres. Amnesty International accuse le Soudan d'attaques chimiques contre des civils au Darfour. Plus de 200 morts, dont de nombreux enfants et des milliers de blessés aux séquelles irrémédiables. Des accusations rejetées par l'armée soudanaise. Au Gabon, le nouveau Premier ministre promet un gouvernement d'ouverture d'ici dimanche prochain. Il tend la main à l'opposition. Mais Jean Ping, qui conteste toujours la victoire d'Ali Bongo, rejette tout dialogue qualifié de trompeur. L'économie du pagne africain se porte bien. Marie fidèle ou Marie ingrat, quel que soit leur nom, ils sont indémodables. Reportage à Abidjan, où 90% des pagnes vendus sont produits à l'étranger. L'économie du continent, on en parlera également avec notre invité Jean-Michel Severino, co-auteur de Entreprenante Afrique, sur la révolution des PME, les petites et moyennes entreprises en plein essor sur le continent. Cela fait plus de 13 ans maintenant que dure la guerre au Darfour, cette région de l'ouest du Soudan. Les accusations d'Amnesty International ramènent sur le devant de la scène un conflit tombé dans l'oubli. L'ONG accuse Khartoum d'avoir utilisé des armes chimiques lors d'une offensive, faisant entre 200 et 250 morts. Des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir leur foyer. Nabia Makloufi. Nourrissons des centaines d'autres blessés présentent les mêmes symptômes. Des cloques sur une large partie du corps et des lésions pulmonaires. La preuve matérielle, selon Amnesty International, de l'usage d'armes chimiques par l'armée soudanaise dans la région du Jebel Mara au Darfour. L'ONG dit s'être appuyée sur des images satellites et des témoignages. Toutes les preuves collectées par Amnesty International ont été confiées à des experts. Ils ont examiné ces preuves et ont confirmé l'utilisation d'agents chimiques. Il est très probable qu'ils aient utilisé du gaz vésicant, de l'hypérite ou du gaz moutarde. Interdit à tout regard étranger, le massif montagneux du Jebel Mara est bouclé par les autorités soudanaises. Depuis janvier, l'armée y mène une vaste offensive contre la rébellion. Au cours de ces opérations, le recours aux armes chimiques aurait coûté la vie à plus de 200 civils, ce que dément formellement le gouvernement. En 2004, le monde entier avait les yeux rivés sur cette région du monde. Depuis, les projecteurs se sont éteints, mais la guerre, elle, continue. La seule différence entre 2004 et ce qui se passe au Darfour aujourd'hui, c'est que le monde a cessé de regarder. Les abus du gouvernement sont aussi terribles qu'ils l'étaient en 2004. La communauté internationale doit s'engager au Soudan, un engagement à la hauteur de cette crise. L'ONG espère aujourd'hui voir les Nations Unies mener leur propre enquête. La Cour pénale internationale se saisit du dossier gabonais. La procureure Fatou Bensouda annonce qu'elle ouvre un examen préliminaire. Il ne s'agit pas encore d'une enquête sur la crise post-électorale, et ce à la demande de l'État gabonais. Les violences avaient fait plusieurs morts après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle fin août. Au Gabon, justement, 2 jours après l'investiture d'Ali Bongo, un nouveau Premier ministre a été nommé. Il doit annoncer sa nouvelle équipe pour le 2 octobre prochain, avec l'objectif de former un gouvernement de large ouverture. Écoutez le Premier ministre. J'ai été instruit de proposer au chef de l'État un gouvernement largement ouvert. C'est un gouvernement d'ouverture, largement ouvert aux forces vives de la nation, par la mise en œuvre du programme de l'égalité des chances, programme sur lequel s'est appuyé le discours de campagne du président de la République. Les consultations y relatives sont en cours, vous vous en doutez bien, en particulier avec toutes les forces politiques du pays, ainsi qu'avec la société civile. Je vous remercie. Mais du côté de l'opposition, on reste sur ses positions. Jean Ping, qui rejette toujours la victoire d'Ali Bongo et qui ne s'est pas exprimé depuis l'investiture, rejette toute idée de dialogue. Écoutez. À ces appels trompeurs à un dialogue de légitimation, nous disons non. À ces menaces et intimidations, nous ne céderons pas. Ma position à ce sujet est claire. Je ne m'associerai pas à cette vaine tentative de légitimation de la forfaiture que les Gabonais dénoncent. Le peuple gabonais doit rejeter et faire obstacle avec la plus grande détermination à cette nouvelle imposture qui veut s'imposer à notre pays.
Et on va s'intéresser maintenant à un produit phare du continent. Le pagne africain se porte bien, produit incontournable des marchés, même si 90% de ces tissus colorés, aux motifs parfois surprenants, sont produits hors du continent, en Europe ou en Asie. Le pagne est dans tous les cas en pleine expansion. Regardez ce reportage dans les marchés d'Abidjan. Jalousie, œil de ma rivale ou encore carte de séjour. En Côte d'Ivoire, les différents noms donnés au pagne sont souvent inspirés d'héroïnes de séries télé ou de faits de société. Ça, c'est Marie Ingrat. Bon, je préfère ce pagne-là que lui. Je ne supporte pas ce pagne-là parce qu'il ne me plaît pas. Parce que le nom même qui est dessus, même je n'aime pas ce pagne. Donc Marie capable, j'aime parce qu'il est capable. Il fait tout pour moi. Donc j'aime ce pagne-là. Plus que ça là. Chaque mois, des dizaines de nouveaux motifs apparaissent sur les marchés. Mais depuis quelques années, le secteur du pagne doit faire face à la concurrence venue des pays asiatiques. Au marché d'Adjamé à Abidjan, on trouve de nombreuses copies des marques les plus prestigieuses, importées de Chine, de Thaïlande, mais aussi du Nigeria. Pour les clients les moins fortunés, ces imitations, vendues entre 3 et 10 euros, sont bien plus abordables que les pagnes des grandes marques, qui dépassent souvent les 20 euros. Ceux qui prennent en Chine, c'est le pauvre qui peut payer ça. Il y a des gens aussi qui sont riches, ils payent ça. Ça dépend des moyens. Ça dépend des moyens. Il y a des pays qui sont hollandais. Tout le monde ne peut pas payer hollandais. Environ 90% des pagnes vendus sur les marchés ivoiriens viennent aujourd'hui de l'étranger. Après avoir longtemps souffert de la concurrence chinoise, la société Uniwax, filiale du groupe néerlandais Vlisco et leader du pagne en Afrique, a décidé de prendre de vitesse ses concurrents. On a mis une stratégie de créativité, de marketing, de distribution, de production, etc. qui nous permet de lutter efficacement contre ces phénomènes. En gros, si vous voulez, on crée plus vite que le copieur ne copie. Et on fait un produit d'un rapport qualité-prix apprécié par les consommateurs. Dans un marché en pleine expansion, l'entreprise espère augmenter sa production de 70% d'ici 5 ans. Preuve qu'avec ses noms fantasques et ses belles couleurs, le pagne se porte bien et pourrait un jour débarquer en force en Europe. Alors je ne sais pas si on va continuer à parler de pagne, mais on va parler d'économie, de développement économique du continent avec mon invité Jean-Michel Severino. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien patron de l'AFD, l'Agence française de développement, ancien vice-président de la Banque mondiale et aujourd'hui vous dirigez un fonds d'investissement destiné aux PME, aux petites et moyennes entreprises africaines et vous publiez Entreprenante Afrique aux éditions Odile Jacob. Et à travers des portraits justement d'entrepreneurs africains, vous décrivez une révolution qui est en train de bouleverser, dites-vous, l'économie africaine. En quoi l'essor de ces PME, en quoi ces chefs d'entreprise sont en train de remodeler le continent ? Oui, alors ce que nous écrivons avec mon co-auteur Jérémy Achtenberg, c'est un continent qui est en train de bouillonner d'initiatives où effectivement des entrepreneurs jaillissent par millions de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud et tout ceci largement articulé à la fois sur la libéralisation des politiques économiques, mais aussi la croissance démographique, l'urbanisation, l'amélioration de la qualification aussi parce que ces entrepreneurs sont des gens qualifiés. Dans quel secteur notamment ils investissent, ils entreprennent ? Eh bien partout, vous savez, parce qu'il faut aujourd'hui produire en Afrique aussi bien des tables et des chaises que des systèmes solaires, des équipements industriels, construire des usines que vendre des casseroles. Donc c'est tout un tissu industriel qui se met en place et puis avec dedans quand même quelques sujets spectaculaires comme celui de l'énergie où les Africains sont en train d'inventer des nouveaux modèles énergétiques. Est-ce que tous les pays sont concernés ? Parce que quand on parle de grands entrepreneurs qui sont des modèles en Afrique, souvent c'est à l'Afrique anglophone, dont on pense à Ali Dangote, dont vous parlez d'ailleurs le Nigérian dans ce livre. Est-ce que l'Afrique francophone n'est pas un peu à la traîne ? Non, non, non. Il y a beaucoup de brillants chefs d'entreprise qui ont émergé en Afrique francophone. D'ailleurs, on décrit beaucoup de parcours qui viennent du Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais aussi du Niger, voilà, du Mali, du Niger, des hommes, des femmes. Donc parfois, je dirais que l'Afrique anglophone a un discours très libéral et se market bien. Mais aujourd'hui, le pays dans lequel l'entrepreneuriat est peut-être le plus vivace en Afrique et où la politique gouvernementale est d'ailleurs la plus pro-entreprise et pro-création d'entreprise, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, donc le Mali, le Niger également, donc tous les pays sont concernés. Et vous qualifiez ces hommes de héros, parce qu'il faut dire ce qui est en Afrique, c'est pas toujours facile non plus de lancer une entreprise. Quels sont les principaux obstacles qui se dressent devant eux ?
Bon, les entrepreneurs africains sont des héros parce qu'ils doivent se battre contre des infrastructures défaillantes, les routes qui sont inondées en saison des pluies, l'absence d'énergie, mais aussi beaucoup de problèmes. Ils doivent vivre beaucoup de problèmes avec les institutions, les administrations des douanes, des impôts, etc. Vous imaginez. Et puis l'accès au financement, et c'est un problème. C'est d'ailleurs celui qu'ils citent en général comme étant au plus haut de leurs préoccupations. Il faut beaucoup de résilience, de capacité de résistance pour arriver à survivre aux innombrables problèmes de la vie quotidienne de l'entreprenariat. Alors il y a pas mal d'optimisme quand même dans ce livre sur le continent, puisque vous dites qu'en 2050, le PIB du continent pourrait se rapprocher de celui de l'Union européenne, et c'est notamment grâce à ces entrepreneurs, ces nouveaux entrepreneurs. Oui, ces entrepreneurs, au fond, ce sont des grands fabricants de classe moyenne. Eux-mêmes sont d'une certaine manière issus de la classe moyenne, ils sont qualifiés, ils ont pu bénéficier d'études. Ils bénéficient également du marché de la classe moyenne. Ce sont des entrepreneurs qui, pour beaucoup, vendent sur place, sur le marché domestique, et eux-mêmes accèdent à la classe moyenne, ils créent des salariés, ils créent des managers, ils créent des directeurs techniques, et c'est cette transformation sociale au cœur de laquelle ils se trouvent. C'est encourageant en tous les cas pour le continent entreprenant Afrique. Jean-Michel Severino, merci beaucoup d'être venu dans le Journal de l'Afrique, et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'info continue.